tout de suite. Tête à tête. Le 12 avril 2025, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu par le peuple gabonais, ouvre une nouvelle page de l'histoire du Gabon. Comme thème aujourd'hui, nous allons parler du Gabon, la 5e République, bilan et perspective du septennat. Et pour en débattre, nous avons l'honneur de recevoir ce soir sur ce plateau de tête-à-tête l'honorable Geoffroy Fumbola. Toujours un plaisir de vous. Toujours renouvelé d'être sur Alpha TV. Alors, honorable, nous sortons d'une élection présidentielle. Le Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais son Excellence, Monsieur le Président de la République, sachant que vous avez été son porte-parole. Quel est votre sentiment par rapport à cette victoire? Mais c'est un sentiment de satisfaction, de devoir accompli. En ma qualité de porte-parole, ma mission était justement de défendre d'une part le projet de société porté par mon candidat, mais également de défendre le porteur de projet qu'il est, donc ses idéologies, la personne qu'il incarne, les valeurs qu'il promeut, et c'est en ce sens que pendant ces 12 jours de campagne, tant sur le terrain que sur l'ensemble de mes réseaux, j'ai utilisé chaque seconde de façon utile à promouvoir justement ces deux principes, l'image de mon candidat et le projet dont il est porteur, que nous avons tous validé, qui a été publicité par près de 95% des Gabonais. Alors, lorsque vous regardez derrière, la transition a-t-elle été une réussite? Lorsqu'on sait qu'il y a eu également des personnes frustrées, quelle est votre analyse face à cette situation? Il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite, même divine. Hein? Jésus-Christ, malgré tout le bien qu'il a fait sur terre, c'est pas pour autant qu'il arrive à faire l'unanimité. Même Dieu, en tant que créateur pour les spirituels que nous sommes, c'est pas pour autant qu'il arrive à faire l'unanimité. Mais il faut dire que la transition au Gabon, ayant la modestie de reconnaître qu'elle a été, elle continue à être un succès et un modèle. Je le dis pourquoi? Parce que simplement le Gabon est le dernier pays à être entré en transition et se retrouve aujourd'hui le premier pays à en sortir. Les principales tâches dans cette transition portent sur la trop grande présence des personnes du système déchu, des pédégistes et alliés à des responsabilités importantes dans les organes de la transition. Ça, nous l'avons décrié tout au début de la transition. Moi, je l'ai fait. Ma première conférence de presse, c'était 2 semaines après ma nomination en tant que 4e vice-président, où j'alertais déjà sur les dangers de la trop grande présence des personnes issues du système déchu dans les organes de la transition. Mais le retour que j'avais eu de mes compatriotes en ce temps, encore dans l'euphorie du coup d'État, était quoi? Oui, mais le président veut travailler avec tout le monde, c'est vous qui voulez venir créer la division, vous n'êtes pas d'accord, faites votre coup d'État. Et quelques années après, bien quelques mois après, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre de la trop grande présence des PDGistes dans les organes de la transition, alors que comme moi je le décriais, ce sont quasiment les mêmes qui venaient m'attaquer, soit sur des médias et autres. Bon, ça c'est un peu le côté bipolaire des compatriotes, de nos compatriotes, mais on le fait avec, on accepte de faire avec. Mais s'agissant de la transition, elle a été un succès. Pourquoi? Parce que il faut savoir apprécier chaque chose dans son contexte. Moi, je suis très factuel. Lorsque le président de la transition fait son discours du 4 septembre 2023, où il prête serment, il prend 17 engagements solennels. Au nombre de ces 17 engagements solennels, il réalise 12 en intégralité, dont l'adoption de la Constitution. Il y a 2 qui sont en cours de réalisation, notamment l'organisation des élections et la restauration totale des institutions. Et il y a 2 objectifs qui ne dépendent pas du président de la transition, mais du Parlement. Ça, c'est maintenant notre responsabilité. Notamment le code de nationalité. Ça fait bientôt 8 mois que le Parlement est sur une enquête liée aux conditions d'attribution de la nationalité. Une enquête qui est censée durer 4 mois, nous en sommes à 8. Et on a également une mission d'information parlementaire sur l'habitat qui doit conduire à la refonte du code de l'habitat, du code foncier.
qui est un engagement aussi du chef de l'État. Mais là aussi, pour une mission d'enquête parlementaire qui est censée durer 4 mois, nous, les parlementaires, on traîne le pas. On n'est pas aussi efficace que le président, ça, il faut le reconnaître. Parce que si on était vraiment efficace en tant que Parlement, si on mesurait la nécessité d'aller vite pour accompagner le chef de l'État dans sa mission, il n'y a aucune raison qui puisse expliquer qu'on soit, par exemple, encore près de 8 mois après, sur une enquête parlementaire par rapport au code de nationalité qui est une urgence pour le chef de l'État, ou encore sur une mission d'information parlementaire en rapport avec l'habitat, qui est aussi un des engagements du chef de l'État. C'est pourquoi je dis, s'agissant des engagements du chef de l'État, il s'est battu à les respecter. Mais dans ces engagements, il y avait des engagements également qui ne le liaient pas directement, mais qui dépendaient de l'efficacité du Parlement. Et il faut reconnaître que sur les 2 engagements qui nous concernent, nous parlementaires, on traîne en longueur, c'est pas une urgence. Donc, c'est dans ce sens que je dis que le chef de l'État a respecté ses engagements. Et à côté de ça, on avait 8 missions pour lesquelles le CETRI s'est engagé. Et sur les 8 missions, 5 ont été réalisées. C'est sur ces 2 aspects que j'estime que la transition, pour moi, est un succès par rapport aux engagements de l'exécutif. Maintenant, si le législatif fait correctement son travail, si le législatif mesure l'urgence de la transition et s'imprègne réellement de la volonté du chef de l'État à améliorer le cadre normatif selon ses engagements sur le code de nationalité, le code foncier, je pense que le travail de l'exécutif permettra justement de faire en sorte que le succès soit total. Mais pour le moment, je peux vous le dire, le pas, c'est nous au niveau de l'exécutif qui traînons un peu le pas et je dirais en griffe qui pénalisons l'efficacité de la transition par rapport aux engagements du chef de l'État. Okay. S'agissant de la Ve République, peut-on nous attendre de la plus grande présence des PDGistes? Bon, maintenant, là, ça va dépendre du choix des Gabonais. Parce qu'il faut dire que la Ve République, telle qu'elle est décrite dans la Constitution qui a été adoptée, donne suffisamment de poids aux parlementaires, contrairement à ce que les gens peuvent dire, on peut dire de part et d'autre. Donc, la population gabonaise a renouvelé déjà l'exécutif à travers un nouveau président. La question est posée à la population gabonaise si elle souhaite, lors des prochaines législatives, d'avoir un parlement qui soit dominé majoritairement par les PDGistes ou par les alliés PDGistes, afin de se retrouver dans la même configuration qu'avant. Mais la question du Parlement n'est pas du ressort du président de la transition, c'est pas lui qui, cette fois-ci, va nommer les parlementaires comme en transition. C'est chacun qui va élire le parlementaire. D'où la question que je pose souvent, est-ce que le Gabonais qui avait son parent député qui payait les cours, mais dans une école privée, je dis n'importe quoi, ou bien qui l'aidait socialement, mais qui votait des mauvaises lois pour le pays, est-ce que ce Gabonais aura le courage cette fois-ci de dire, bon, même si tonton me payait l'école, me donnait l'argent, mais comme il votait des mauvaises lois, je ne vais pas soutenir tonton pour les prochaines élections, ou il va être égoïste en disant, bon, moi, c'est d'abord mon oncle, c'est d'abord mon parent, même si les PDG, c'est pas grave, je renvoie, mais ça, c'est la responsabilité des Gabonais, et on verra à cette instance si les Gabonais veulent vraiment d'une rupture, comme ils le disent tout le temps sur les réseaux. Alors, honorable, êtes-vous content d'avoir été un acteur clé dans la transition au Gabon? Oui, mais déjà bien avant la transition, parce que ce que j'ai eu à réaliser comme activité, apporter comme contribution pendant la transition, n'est tout autre que le prolongement de mon engagement avant la transition. Je ne pense pas être là en tant que 4e vice-président de l'Assemblée nationale de transition par hasard. Assurément que les autorités qui ont pris le pouvoir ont reconnu en moi un symbole d'engagement qui fait de moi aujourd'hui le plus jeune des vice-présidents, des responsables des institutions de notre pays. Donc, pour moi, c'est une continuité. Je pense être resté fidèle aux engagements qui sont les miens, en saluant les actions quand il faut les saluer, mais aussi en les dénonçant quand il faut les dénoncer, dans un environnement où beaucoup de gens estiment que quand tu appartiens à un camp, il faut que tu dises oui à tout, ou quand tu appartiens au camp opposé, il faut que tu dises non à tout. On n'est pas encore dans un environnement où les gens sont habitués à l'objectivité.
En ce sens que si tu appartiens à un camp, quand c'est pas bon, tu arrives à dire non, c'est pas bon. Et quand c'est bon, tu arrives à dire oui, c'est bon. Mais bon, on fait avec, on s'engage pour l'éveil de conscience. On ne va pas se décourager pour autant. Alors parlons un peu du déroulement de l'élection présidentielle. Votre candidat avait tout pour lui, rien pour les autres, en matière de disponibilité, du matériel, affiches, banderoles et bien d'autres. Que pensez-vous de cela? Mais une campagne, elle se prépare. Une campagne, elle se prépare. Quand on décide de devenir candidat, je pense à une élection, c'est qu'on s'assure d'avoir les appuis nécessaires pour nous accompagner. Et on ne peut pas reprocher au candidat, à mon candidat, d'avoir mobilisé les atouts dans ce sens. Il s'est préparé en conséquence. Il a reçu l'appui quasiment de tous les leaders qui ont, rappelons-le qu'en 2023, ont soutenu le candidat Albert Ondossa. Voilà, rappelons quand même que face à un Ali Bongo en 2023, on a senti sur le terrain la présence d'une opposition portée par Alternance 2023, par les acteurs de la société civile, notamment du COPIL citoyen que nous sommes. On a pu voir une présence dans les différentes villes du Gabon en matière d'images, d'affiches et autres du candidat que nous avons accompagné, qui était le professeur Albert Ondossa, parce que simplement, en ce temps, c'était préparé en conséquence pour soutenir notre candidat, même si à côté, on savait qu'Ali Bongo également était prêt. Alors, quand on revient en 2025, s'il y a une faible présence des autres candidats sur le terrain, c'est pas la faute du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, en plus d'avoir les soutiens qui sont les siens, il a aussi reçu le soutien de ceux d'Alternance 2023 qui ont accompagné Albert Ondossa. Donc ça ne pouvait que contribuer à davantage accentuer sa présence sur le terrain si ceux qui, en 2023, étaient opposants, on va le dire comme tel, se retrouvent à tous soutenir maintenant sa candidature et qu'une frange de ceux qui soutenaient Ali Bongo en 2023, je pense aux autres PDG qui se sont présentés, se sont, semble-t-il, retrouvés sans appui pour leur campagne. Donc, ce sont eux qui n'ont peut-être pas mesuré la portée de leur engagement. Peut-être que c'était sous un coup d'émotion qu'ils ont voulu être candidats. D'autres l'ont peut-être fait par calcul politique parce que c'est une stratégie. On est candidat et puis quand on sait déjà qu'on ne sera pas élu, mais le fait qu'on a été candidat, on se dit, bon, on a des meilleures dispositions pour négocier un poste de DG ou bien un poste de ministre, parce que tous ceux qui viennent être candidats à une élection, l'objectif n'est pas forcément de gagner. Beaucoup savent qu'ils vont pas gagner. Mais ils voient l'après-élection pour dire on va négocier. Et ça, on l'a vu par exemple en 2016. On a vu les mêmes qui obtiennent souvent les 0,000%. Mais quand il s'agissait de la prestation de serment d'Ali Bongo, ce sont les mêmes qui ont couru pour aller légitimer en 2016 la prestation de serment d'Ali Bongo, alors que le sang de ceux qu'on avait tués au QG était encore frais. Et à la fin de cette légitimisation, on a vu combien de fois ils ont été, pour certains, nommés à des postes de responsabilité. Donc, c'est ça la configuration d'une élection. D'aucuns le font par conviction, d'autres le font par calcul. Mais c'est également de la stratégie, et c'est ce que j'appelle souvent, en rigolant, de l'entrepreneuriat politique. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête,
et votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa, Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula, Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Oguligbende, Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo, Monsieur quoi le Ricola, problème? c'est un citoyen. Il est parti Membre du COPIL citoyen. membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama, Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono, Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Alors, soutenez-vous la thèse selon laquelle certains Gabonais ont affirmé que l'argent du contribuable a été mis en exergue pour la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Bon, je ne saurais soutenir cette thèse avec des éléments probants, parce que je parle, moi, en tant qu'acteur du COPIL citoyen, n'ayant pas sollicité ou bénéficié, dans le cadre de nos activités, d'un franc venant du candidat. Parce que comme en 2023, lorsqu'on a soutenu Ndossa, on part du principe que quand on décide de soutenir quelqu'un, on mobilise les ressources pour pouvoir accompagner la personne. On a de ceux qui, quand ils décident de s'engager, se battent pour aller chercher de l'argent auprès du candidat au lieu d'apporter leur appui au candidat. Est-ce que c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé? Ça, il faut peut-être poser la question à ceux qui ont reçu les financements venant du candidat. Mais pour les acteurs civiques que nous sommes réunis au sein du COPIL citoyen, n'ayant sollicité du candidat ou encore obtenu du candidat un financement pour notre campagne, on ne saurait se prononcer en conséquence. Par contre, lorsqu'on en avait décidé de soutenir le candidat, même si ça peut faire rigoler, mais le COPIL citoyen s'était cotisé, on avait apporté notre contribution de 150 000 francs qu'on a déposé au siège, au QG de campagne du candidat en disant, bon, c'est 150 000, on sait qu'il n'a pas besoin de ça, mais ce mois avec ces 150 000, ça peut payer le carburant pour un déplacement dans une causerie. Ça, c'est la contribution du COPIL citoyen. Donc, nous, c'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes inscrits. Maintenant, pour le reste, c'est aux uns et aux autres d'apporter les éléments probants. Alors, honorable, vous avez toujours eu un regard pointilleux envers le ministre de l'Intérieur. Ouais. Le ministère de l'Intérieur, autant pour moi. Vous aviez pris position lorsqu'il s'agissait de l'organisation des élections présidentielles. Exact. Par le ministre de l'Intérieur, bien sûr. Au regard des résultats donnés par ce même ministère, quelle est votre appréciation? Non, l'élection a été bien organisée. Parce que c'est le code électoral qui permettait déjà de garantir la bonne organisation des élections. Mais ça n'enlève pas le fait que je continue, moi, de militer pour le retrait de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. C'est une bataille de perdu, mais c'est pas la guerre que j'ai peur. Je me dis, si Dieu fait grâce qu'on arrive demain, ceux qui viendront et qui seront peut-être majoritaires au Parlement, s'ils arrivent à écouter ce discours, ils vont peut-être militer dans le sens de modifier le code électoral pour qu'on retire au ministère de l'Intérieur l'organisation des élections. Aujourd'hui, notre pays se retrouve l'un des rares pays dans quasiment nos deux sous-régions, je parle de celle de la CEDEAO et celle de la CEEAC, où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Moi, je souhaite que ce soit une commission électorale indépendante qui organise les élections. Ça n'enlève pas le mérite de la bonne organisation de cette élection au ministre de l'Intérieur. Mais rien ne dit que pour les prochaines élections, les choses se passeront toujours comme telles. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une commission, à mon sens, qui soit autonome, qui soit indépendante, qui soit pas en griffe juge et parti. Donc moi, je maintiens ma position. Il faut qu'on retire l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, même si pour 2025, je salue la façon dont le ministère a organisé les élections, malgré quelques couacs au niveau de la compilation
des données, parce que c'est quand même l'une des rares fois où on se retrouve avec une correction des chiffres, avec des écarts quand même assez importants, 4%, au niveau de la compilation des résultats. Alors, honorable, croyez-vous à la fiabilité des résultats donnés par le ministère de l'Intérieur, sachant que certains observateurs n'ont pas eu accès au bureau de vote? Oui, mais en fait, certains observateurs, il faut qu'on apprécie la proportion. Elle n'est vraiment pas aussi importante que ça, parce que après le jour du scrutin, j'ai eu le mérite de faire le tour, justement, du siège des observateurs, basé dans un hôtel de la place. Donc, j'ai eu à échanger avec les observateurs, et d'ailleurs, séance tenante, et c'est ce qui marque justement la bonne collaboration. Il y avait certains couacs observés, où dans certaines régions, on avait les scrutateurs, les présidents de bureaux de vote, qui apparemment n'étaient pas suffisamment informés des nouvelles normes du code électoral, mais qui agissaient mécaniquement par habitude d'organisation des élections à le faire sur la base des anciennes pratiques. Et donc, c'est ce qui a été remonté, c'est ce qui avait été remonté au niveau de la coordination des observateurs. Et séance tenante, profitant de ma présence, j'ai eu appelé, passer quelques coups de fil pour informer. Et la situation a été rapidement solutionnée. C'était une question d'incompréhension. Parce qu'apparemment, on avait certains présidents de bureaux de vote qui, peut-être se disant qu'ils ont de l'expérience, n'avaient pas pris part au séminaire de formation sur l'administration des élections. Mais ils ignoraient que c'est un nouveau code électoral, donc il y a des nouvelles données. Ils sont allés au bureau de vote en ayant l'ancien logiciel et autres. Donc c'est ce qui a créé ces incompréhensions. Mais ça, c'était vraiment majeur, ça ne dépassait pas 10 cas sur plus de 3000, 4000 situations. Et pourquoi subitement cette double vérification des résultats? Mais justement, c'est par rapport à l'écart qui avait été constaté. Donc, il revenait au ministère. Une fois cet écart constaté après la première publication des résultats, de revenir, recomptabiliser, vérifier de nouveau pour se rendre compte où l'omission ou l'erreur venait. Et je pense que c'est ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont corrigé et ils ont rendu public ces résultats. Le mouvement Copie Citoyen a soutenu le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui président, mais en allant apporter votre contribution au RDB. Pourquoi le Copie Citoyen n'a-t-il pas intégré le mouvement RDB? Ah non, le Copie Citoyen est un mouvement indépendant, on est autonome. On ne fait pas dans le mélange de genres. Je veux être franc et cash avec vous. Nous avons été clairs au niveau du Copie Citoyen. Nous défendons des causes, nous défendons des principes. Et nous avons décidé que nous ne pouvons pas, nous, en tant que Copie Citoyen, aller défendre l'opinion du président Brice Clotaire Oligui Nguema côte à côte avec les PDGistes. Ça, je vous le dis clairement. C'était pas possible. C'est-à-dire, moi, je ne m'imaginais pas, moi, un Geoffroy Fomboula, sur l'estrade, avec un PDGiste, en train de dire Oligui, oye, oye. En fait, même dans le rêve le plus fou, c'est pas possible. Et c'est la position de tous les acteurs du Copie Citoyen. Pourquoi? Parce qu'on estime que la transition, c'est la transition. C'est une situation exceptionnelle. Mais cette situation exceptionnelle ne remet pas en cause notre engagement à faire en sorte que les choses changent et ne fait pas en sorte qu'on oublie que ceux qui nous ont conduits à cette situation sont majoritairement et premièrement les PDGistes. Il ne faut pas qu'on pense que parce que la transition est arrivée, le président Oligui est dans l'inclusion. Ça, c'est l'inclusion du président Oligui qui n'engage pas les acteurs du Copie Citoyen que nous sommes. C'est sa politique, c'est sa démarche que nous saluons. Mais nous, au niveau du Copie Citoyen, nous estimons que les responsabilités doivent être reparties et les responsables doivent répondre. Il n'est pas question ici de venir blanchir ceux qui sont à l'origine de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Comme on le voit, les mêmes qui ont contribué à détruire le pays hier sont les mêmes qui, aujourd'hui, occupent des fonctions et agissent en fait comme si ils n'étaient comptables de rien du tout. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Copie Citoyen, lorsqu'on a décidé de soutenir le président Oligui, nous avons dit nous allons le soutenir.
avec notre approche, notre façon de faire, mais il n'est pas question pour nous d'être dans un quelconque mouvement en tant que copil citoyen, même si certains membres, de façon individuelle, ont adhéré à certaines plateformes à travers d'autres plateformes, pas celle du copil citoyen. On a été clair, net et précis, et c'est pour cela justement que sous peu, on va relancer tous les dossiers laissés en suspens avant que l'exécutif ne soit pris par les militaires, le président ayant été élu, les dossiers Covid et tout ce qui va avec, on les relance. Les plaintes qu'on a laissées en suspens, on va les relancer. L'inclusion, on le dit encore, concerne le président et sa démarche. Mais cette inclusion n'engage en rien le copil citoyen et il ne fait pas en sorte que le copil va oublier que les responsables de la situation actuelle du Gabon doivent répondre. Et ce sont les pédégistes, on ne va pas les chercher. Alors, le président de la République est élu. Que deviennent les instances de la transition comme l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et social? Non, ce qu'il faut dire, c'est que la transition est en train d'amorcer sa fin. La transition n'est pas encore terminée. Dans les organes de la transition, au sens de l'article 34 de la charte de la transition, nous avons un certain nombre d'organes. On avait le président de la transition en tant qu'institution. C'est le premier organe qui a été renouvelé en devenant le président de la République. On avait le CNT, le Comité national de transition, qui était composé uniquement des militaires. Mais comme l'exécutif a été renouvelé, ce qui est sûr, c'est que le CNT va disparaître. Ce qui est sûr, avec cette disparition du président de la transition et du CNT, on n'aura plus des communiqués numéro 0000, puisque le rôle du porte-parole du CETRI ne se justifiera plus. Mais les autres organes de la transition, notamment la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat et autres, vont se renouveler aussi progressivement. Donc, il y aura une cohabitation entre les organes qui ont été renouvelés, tels que le président de la transition. Le gouvernement de la transition aussi va être renouvelé, vu que, vous avez vu la nouvelle constitution, le président est à la fois aussi le chef du gouvernement, mais les autres organes de transition vont continuer à fonctionner jusqu'à leur renouvellement à la faveur d'autres élections. Alors, nous allons parler de la Cour constitutionnelle. N'ayant pas été renouvelée, est-ce que ça rentre dans le bon contexte que le président puisse prêter serment devant cette constitution? Oui, justement, si. Parce que le président prête serment sur la nouvelle constitution, devant la Cour constitutionnelle de transition. Parce que nous sommes, comme je disais, la transition n'est pas finie. On a amorcé le processus de sortie de la transition avec le renouvellement du premier organe. Et donc, c'est en ce sens que c'est légitime que le président de la transition prête serment devant la Cour constitutionnelle de la transition. Cette Cour constitutionnelle de la transition, d'ailleurs, sera sûrement le dernier organe qui va être renouvelé. Parce que pour que la Cour constitutionnelle de la transition soit renouvelée, il faut d'abord que le Sénat soit renouvelé, que l'Assemblée nationale soit renouvelée, vu que les membres de la Cour constitutionnelle sont des personnes nommées, on peut le dire comme telles, sinon proposées par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par le président de la République et par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, tant qu'on n'a pas renouvelé le Sénat et l'Assemblée nationale, on n'a pas élu des nouveaux sénateurs et des nouveaux députés, on ne peut pas avoir une nouvelle Cour constitutionnelle. Alors, parlons à présent du président de la République. Quelles seront les priorités de son septennat? Car n'oublions pas qu'il a été élu par le peuple gabonais à travers son projet de société. Les priorités sont définies dans les 6 piliers, portés donc par son projet de société. On a les questions liées à l'eau, les questions liées à l'électricité, mais et surtout la question fondamentale est celle liée au chômage. Et c'est pour cela que le chef de l'État a rapidement fait de doter la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon d'une allocation de 25 milliards pour, ensemble, réfléchir à des politiques visant à lutter contre le chômage par la création de richesses. Et dans le projet de société du président de la République, il met un accent particulier sur les structures d'accompagnement, notamment les incubateurs et accélérateurs, et milite et se projette pour la construction d'un véritable écosystème entrepreneurial solide
qui puisse unir autour de lui tous les acteurs qui interviennent sur la question du chômage. On entend par là les banques, on entend par là la FEG, donc la Fédération des entreprises du Gabon, on entend par là les structures d'accompagnement, les incubateurs, accélérateurs et autres structures, mais également les structures de lutte contre le chômage, de façon à trouver dans un même environnement tous ces acteurs pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions liées au chômage. Je tiens aussi à rappeler qu'avant l'élection, le chef de l'État a transmis à travers le ministère du Commerce et d'autres ministères certains textes de loi, notamment dans la loi de finances, à travers le ministère de l'économie et celui des finances, certaines dispositions qui puissent faciliter la promotion de l'entrepreneuriat. Tenez par exemple, vous aujourd'hui, si vous créez votre entreprise, vous disposez de 3 années d'exonération fiscale. Et sur une loi que nous avons adoptée liée aux activités commerciales au Gabon, il est dorénavant fait obligation à toutes les entreprises qui se créent au Gabon d'avoir en leur sein au moins 90% des postes réservés aux Gabonais. Donc, vous avez vu quand même avant l'élection, il avait déjà anticipé sur certaines mesures liées à la promotion de l'entrepreneuriat, à la lutte contre le chômage. Donc c'est vraiment une priorité à côté de l'eau, l'électricité et d'autres éléments. Alors, honorable, votre mot de fin, sachant que nous allons revenir dans les tout prochains jours. Mais le premier mot, mon mot de fin, remercier premièrement Alpha TV pour le travail que vous faites en venant toujours prendre l'information auprès des différents acteurs sans distinction aucune, parce qu'on suit votre média qui reçoit tout le monde. Le mot de fin consiste simplement à dire que nous entrons là dans une nouvelle république. Et la nouvelle république sous-entend des nouvelles mentalités. Même si après l'élection et même pendant l'élection, on s'est rendu compte que c'est un chantier qui sera le plus gros des chantiers de cette 5e république. Et c'est un chantier complexe parce que on ne peut pas le solutionner à travers des chiffres et des calculs comme on peut solutionner la question du chômage et autres. Ça implique également une implication, un investissement spirituel. Donc là, j'invite tous nos gangas, nos prêtres, nos pasteurs, les évêques, tout le monde, à beaucoup prier pour le changement de mentalité dans notre pays. Changement sans lequel on pourra tout faire de bien, mais tant que la mentalité restera la même, on aura des grosses difficultés à décoller. Donc, merci encore pour l'intérêt que vous accordez à ma modeste personne. Alors, la nouvelle République sous-entend un changement de mentalité. C'est sur ces mots de l'honorable que prend fin ce numéro de Tête à Tête. Bonne suite de programme sur Alpha TV. Au revoir. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.